Côte d'Ivoire Vision 2030. Nouveau programme ambitieux du chef de l'exécutif du pays, Alassane Ouattara. Objectif, la transition d'une économie basée sur les exportations de matières premières agricoles à une économie guidée par les investissements privés et la transformation structurelle de l'économie. Soit un changement de paradigme pour un développement accéléré avec un taux de pauvreté réduit de 39% à 20% d'ici 2030 et un taux d'investissement global de 22% à 40%. Ce programme de développement permet d'anticiper sur les défis majeurs auxquels aura à faire face le pays, locomotive de la sous-région, avec bon an mal an, 39% de la masse monétaire de l'UEMOA. Sur la liste des défis de cette vision du chef de l'exécutif du pays, de placer l'homme au cœur de l'action de l'État, l'autosuffisance en riz. Une production vivrière dans laquelle sont engagés 675 324 ménages, dont 26 634 dans l'irrigation, 374 038 dans le riz de bas-fond et 274 631 dans le riz de plateau. La projection du gouvernement à l'horizon 2030, accroître la production de 2,5 millions de tonnes à 4,28 millions de tonnes entre 2020 et 2030, le secteur privé étant le fer de lance de l'implémentation de ce programme. La balle est saisie au bon par ce cadre d'UV Baoulé, promotrice d'une mini-unité de production de riz local baptisée Nzarama. Pour s'imprégner de l'histoire de ce riz made in Côte d'Ivoire, qui se propose de concurrencer le riz importé, cap est mis sur Diabo. Commune de la région du Gbeke, à 15 km de la capitale du centre, Bouaké. À la sortie sud, une unité embryonnaire de production de riz blanchi. Y exerce au quotidien une équipe de jeunes déscolarisés et de femmes majoritairement analphabètes. À leur tête, cette couturière reconvertie en productrice de riz local, en pleine activité pour la production du jour. On a pour que la production soit propre. Quand on va bouillir, faire passer la vapeur, mettre au soleil pour aller à la machine pour que ça soit propre. Et en faisant ça, le déchet là sort bien. Le processus mis en marche, il faut au moins 3 heures pour retirer le riz du four et l'acheminer en salle machine. Avant, place à la visite du champ à une dizaine de kilomètres de la localité. En première ligne, la promotrice du riz Nzarama, accueillie avec chaleur par la dizaine de petites productrices engagées dans ce projet risicole. Sur les lieux, une bonne nouvelle. La coupe des plants ne se fera plus avec des fourches. Désormais, il faut compter avec ces engins mis à leur disposition. Un bon moqueur de paysannes, toutes enthousiasmées de disposer, outre semences et autres intrants, d'outils modernes pour une récolte rapide et aisée. Les plants coupés sont acheminés sur le flanc droit du champ. Sur ce site, à la manœuvre, de petites productrices chantant à l'unisson un hymne à leur autonomisation. La cinquantaine d'hectares en exploitation est la propriété du village d'Adjekro. Son chef met lui-même la main à la pâte. Toute une invite à la jeunesse au retour à la terre. Le riz nourrit son homme. Pourvu que on y mette vraiment la bonne volonté à travailler, je crois que ça nourrit son homme. Retour à l'usine, site où rien ne se perd. C'est le son, donc c'est la peau qu'on utilise dans les poulaillers pour l'élevage des animaux. Et puis ça, c'est la farine basse qu'on mélange avec d'autres produits pour faire l'aliment de porc, l'aliment de volaille. À l'intérieur, une petite unité industrielle bien en place, avec des équipements techniques qui n'ont aucun secret pour ces jeunes déscolarisés, bénéficiaires d'une formation professionnelle par les soins de la chef du projet, engagée à donner du contenu aux orientations gouvernementales
en matière de développement de la filière riz à travers 2 axes. La production du riz paddy et la valorisation du riz local. Au bout d'une dizaine de minutes, le riz Nzrama est prêt à être conditionné. Et voici ce riz frais, ce riz naturel décortiqué à la commande, au parfum exceptionnel, le bon riz Nzrama de Diabo. Le produit fini est maintenant acheminé à la boutique par l'équipe de production, laquelle vend un riz aux multiples vertus. Avant, nos anciens parents mangeaient. Il n'y avait pas beaucoup de maladies. Mais maintenant, à force d'échanger le riz, avec toutes sortes de produits, on a tous des maladies. On a fait sortir le riz Nzralama pour que les maladies que nos parents n'avaient pas là, on ne veut pas qu'on ait ça aujourd'hui. La promotrice décline pour sa part contexte, enjeux et attentes de sa contribution citoyenne à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et partant l'ambitieux programme Côte d'Ivoire Vision 2030. La majorité des femmes ici sont des agricultrices, mais qui travaillaient de manière individuelle. Donc le défi a été de les rassembler en coopérative et donc de les faire migrer pour qu'elles deviennent des entrepreneurs agricoles. Aujourd'hui se pose la problématique de l'autosuffisance en riz intégrée à celle du défi de la sécurité alimentaire à relever. Donc je pense que nous sommes des femmes visionnaires, comme toutes les femmes, et nous avons déjà vu venir cette problématique à lever et nous sommes fiers aujourd'hui de contribuer à relever ce défi qui est cher au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. À 57 km de là, dans le septentrion du pays, Bobi, ex-capitale du diamant ivoirien. Sur les terres de ce village vite urbanisé, sont extraits 500 carats en 2020 contre 60 carats en 2022 pour une production nationale décrescendo, passée, elle, de 16 000 carats avant l'embargo, en lien avec la crise militaro-politique de 2002, à 4 000 carats après 2012. Dans ce chef-lieu de sous-préfecture depuis 2012, conféré par le décret numéro 2012-610 du 4 juillet 2012, l'appui citoyen sur la route de l'autosuffisance en riz est l'œuvre d'un administrateur civil. Ce jeune sous-préfet, affecté ici pour son premier poste, parvenu à sortir la localité de la Fièvre du Diamant pour en faire un grenier régional du vivrier. Bobi, c'était l'extraction artisanale du diamant depuis 1956. Aujourd'hui, Bobi, c'est bien entendu, et le diamant, mais l'agriculture en premier. Puisque avec le projet 1 habitant, 1 hectare de riz que nous avons initié en 2014, nous sommes aujourd'hui à plus de 3000 hectares de riz. Pour la descente sur le terrain, il a constamment à ses côtés chefferies et notabilités du village. Tous sous le charme de son management participatif qui bouscule les mentalités. Sur place, désormais du vivrier, sur les traces des larges excavations dans le sol laissées par les diamineurs. Et toute une organisation sociale autour du vivrier qui fait tourner le dos au diamant et booste la cohésion sociale. On est venu pour cesser le diamant. Actuellement, le diamant, on ne gagne plus. Grâce à sous-préfet, on s'est groupé pour mettre dans un goudin au flé. Donc nous sommes Sénéfo, nous on est section Naradem. Nous on produit piment, aubergine, concombre, chou, nous on fait tout. Du diamant, la population revient à l'agriculture. Et voici les preuves. Nous avons 5 hectares de choux. Il y a un peu de tomates aussi que vous voyez. Il y a du riz de l'autre côté là-bas. Et avec ce riz-là, on arrive quand même à nous autosuffire. Au début, quand nous sommes venus à Bobi, on travaillait individuellement. Le sous-préfet nous a dit non, si on travaille en coopérative, on aura de l'appui du gouvernement. Et on a écouté ses conseils, on s'est mis ensemble et puis on a créé la coopérative Angouna-Ouflé. On a eu le projet Puga 2, le projet du gouvernement. Vraiment, c'est un projet qui nous permet de ravitailler le marché ivoirien en vivrier. Vraiment, la mine du diamant même, on ne pense plus à ça. Le riz est là,
La sauce est là, les maraîchers. L'eau aussi est là pour les poissons. Donc vraiment, nous sommes satisfaits. À quelques pas de là, des productrices de riz local à la tâche dans le bas-fond aménagé. Ici, aux grands actes, des chants d'hommage. Vous êtes formidables. Bravo, bravo, bravo. Cap sur le sud du pays, où un autre poids est mis dans la balance de l'atteinte de la vision gouvernementale, celui du groupement de producteurs de riz de Tiassalé. Sur cette commune de l'Agnébi-Tiassa, la nuit lève à peine son voile noir. Dans les rues, les premiers habitants sortis des bras de Morphée. Parmi eux, ce riziculteur prêt à prendre la route du champ. Pour le moment, on dort peu, le temps de chemin va venir après. Son gagne-pain, à une dizaine de kilomètres du centre-ville, c'est ici. Dans ce bas-fond rizicole amélioré, d'une superficie de 35 hectares, aménagé avec des plans prêts pour la récolte. Un délice pour la nuée d'oiseaux. Leur tient tête un commando de jeunes armés de lance-pierres. Sur sa parcelle déjà récoltée, celui qui est dans la filière riz depuis plus de 2 décennies prépare la prochaine saison. Elle débute par le labour. Une tâche menée à l'aide d'un motoculteur dont la location lui revient à 60 000 francs l'hectare. Prochaine étape, la pépinière à répiquer. À ses côtés, un ancien agent de scierie reconverti en riziculteur. Sur ce périmètre irrigué, subdivisé en plusieurs parcelles avec des canaux d'irrigation de l'eau tirée depuis le fleuve Bandama, à l'aide de cette station de pompage fixée, il trouve, depuis belle lurette, sa pitance quotidienne. Un hectare, ça fait 70 000. Dès en ce moment des cycles de répliquage, en tout cas, tu gagnes. Parce que quand on gagne le contrat, en tout cas, dans une semaine, au moins, chacun de nous peut avoir 35 000 francs dans la semaine. Je peux dire ici, souvent, c'est mieux. Parce qu'à la série, souvent, on travaille aujourd'hui, demain, il n'y a pas de travail. Alors qu'ici, il n'y a pas ça. Quand on débute, on débute. À quelques pas de là, un autre business, la vente de semences. Mes enfants vont à l'école. Dans la première année, j'ai payé 9 sacs de riz. J'ai trouvé que c'est coûteux. Donc depuis ce jour-là, j'ai commencé à faire du riz pour pouvoir scolariser mes enfants. Dans le magasin en face, sont entreposées différentes variétés de riz made in Tiassalé. Le riz luxe, c'est un riz de luxe. Ses grains sont minces, longs. Il y a d'autres qui aiment le riz luxe, il y a d'autres qui aiment le C26 et il y a d'autres qui aiment le sangaré. Mais le sangaré, c'est le riz aimé de tous. Ici, c'est le C26. Au nombre des variétés, le Sidiwan. Cet autre riziculteur, un déscolarisé, en a fait sa spécialité. C'est une variété que spécifiquement pour les diabétiques. On dit qu'il y a moins d'amidon, donc c'est sur commande. Même ce qui est sur pied déjà, il y a une dame qui est venue commander. Il est puis encore blanc comme ça, mais au stade de la maturité, voilà comment c'est devenu. Ici, tous jurent avoir trouvé dans le riz la source de leur plein épanouissement. Quand je venais faire le riz, j'étais un célibataire. Grâce au riz, j'ai 3 enfants au riz. C'est grâce au riz que je peux parler au riz. Je fais tout avec l'argent du riz. Le riz m'a permis d'être indépendant. Le riz m'a apporté beaucoup parce que je suis rentré ici très jeune, sans foyer, sans enfant. Mais aujourd'hui, je suis père de famille de 6 enfants. À partir de ce riz-là, j'ai pu au moins les assister pour leur scolarité. Quoi qu'il en soit, le riz blanchi de Tiassalé reste introuvable sur le marché local. Une situation qui embarrasse le premier magistrat de la ville. La première souveraineté, c'est la souveraineté alimentaire. Et donc, comment on peut faire pour que localement, dans toute la Côte d'Ivoire, nous consommions ce que nous produisons
eh bien, c'est une problématique qu'on va pouvoir traiter. Et donc, pour nous, aujourd'hui, la problématique, c'est de faire en sorte qu'il y ait une grande production et qu'elle soit suffisante pour Tias-Salé avant d'être exportée. Mais aujourd'hui, ce sont des particuliers qui sont à Abidjan, qui commandent ce riz-là aux producteurs spécialement, qui produisent et qui ramènent directement sur Abidjan. Et puis localement, on consomme ce qui est importé, ce qui est politiquement peu correct. Pour comprendre cette offre faible, cap est mis sur l'unité de transformation et de distribution du riz local. Sur place, seuls 2 sacs à décortiquer. Telle est la tâche du jour du personnel de cette petite et moyenne entreprise qui ne tourne pas à plein régime. Pour disposer de la matière première, l'unité préfinance des riziculteurs. Mais tous ne livrent pas les productions comme convenu. Des quantités sont plutôt vendues au détail sous forme de semences. Une autre épine dans le pied de cet autre acteur de la chaîne du riz local, à côté de l'entaille du difficile accès au financement. Il faut des appuis financiers qui vont nous permettre aussi de pouvoir plus acheter du riz. Parce que vous pouvez avoir du riz, mais si vous n'avez pas suffisamment de moyens pour acheter, c'est peine perdue. Autre difficulté de la filière, le manque d'intrants qui continue d'être posé alors que le gouvernement a alloué un montant total de 170 milliards de francs CFA pour approvisionner en semences et en engrais 800 000 riziculteurs. Ce, dans le cadre du 2 PAEC, Programme de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire. Un programme de sécurité alimentaire lancé en février 2024 à Gagnoa, Sakassou et Korogo. Prennent le relais en mars dernier les localités d'Adzopé, Abangoro et Bondoukou, suivi, elles, un mois après, soit avril 2024, du Grand Ouest, notamment les régions du Cavali et du Guémon. Le 28 mai 2024, à la tribune, tout savoir sur du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, Yacouba Dambélé, directeur général de l'ADERI, Agence pour le développement de la filière riz, fait savoir que ce sont au total 3 894 tonnes de semences de riz, 61 930 tonnes de NPK et 39 353 tonnes d'urée qui ont été distribuées gratuitement sur le territoire national. Une dotation pour remblayer une superficie de 88 000 hectares à l'effet de couvrir les besoins du marché national et réduire les importations avec 796 323 tonnes additionnelles de riz produit. La mise à disponibilité des intrants agricoles par le gouvernement ne peut alors que faire jubiler les acteurs. Une joie pour le moment, pas dans le cœur de ces 29 riziculteurs qui se partagent les 39 hectares du bas-fond irrigué par le système locatif de 63 000 francs CFA l'hectare contre 83 000 par le passé pour encourager la culture du riz. Il y a d'autres qui ont réussi, il y a d'autres qui n'ont pas réussi. À cause de la Covid-19 et puis la guerre en Ukraine, l'engrais qui était de 15 000 est passé à 40 000. Le NPK et 35 000 francs l'urée. Donc ici on utilise 4 sacs de NPK par hectare et 3 sacs d'urée. Donc quand tu vois le chiffre, ça devient énorme. Ça c'est de l'engrais seulement. Bon, je remercie le gouvernement de nous avoir donné de l'intrant. Mais pour le moment, tout le monde n'a pas réussi. Courant février 2024 pourtant, le ministre d'État de tutelle, Kobena Kwasi Adjoumani, mettait en garde. Ces intrants que le gouvernement met à votre disposition ne devront ni être consommés, ni être vendus. Alors, question. Où est passée la dotation du département du Tias-Salé? Qui en a bénéficié sans en avoir droit, au point que des groupes cibles, les vrais ayants droit, soient toujours en attente de leur part de l'appui gouvernemental? À mot couvert, le député maire du Tias-Salé met en cause le manque de transparence dans le processus de distribution des intrants.
Ça m'a été remonté et donc d'ailleurs je n'en ai pas là le ministre directement. De ce que l'engrais n'aurait pas été donné aux vrais destinataires, mais je n'avais pas pu voir comment ça avait été distribué. Comment ça se fait, comment c'est distribué, sur quelle base, sur quels critères, tous ceux qui sont référencés et qui reçoivent ces engrais-là. On ne les connaît pas pour le moment, on ne sait pas comment c'est fait et donc c'est une situation que je vais essayer de comprendre. La mairie n'a pas été associée à la distribution, une démarche auprès du ministère pour que prochainement on nous associe à la distribution. Sinon, c'est géré directement par les structures du ministère. Tu avais dit qu'ils avaient envoyé une quantité suffisante d'engrais à Tessalé et la mairie n'est pas associée à cette façon de faire-là. La corruption s'est-elle invitée dans la distribution des kits d'intrants aux riziculteurs de Tiasalé? La corruption, c'est un phénomène complexe qui désigne un abus de position pour obtenir un avantage personnel ou pour détourner des avantages au profit des bénéficiaires non identifiés. Voilà, donc ça c'est la corruption au niveau de l'offre et de la demande. Voilà, donc, mais il y a plusieurs types de corruption selon les situations dans lesquelles on se trouve. Il y a la corruption dans le secteur public, la corruption dans le secteur privé, la grande corruption, la petite corruption, la corruption traditionnelle, la corruption non traditionnelle. Tout dépend des éléments des définitions de la corruption et du secteur dans lequel on se trouve pour la définir. Partant de cette définition, l'expert en gouvernance invite à regarder du côté de la petite corruption. Les intrants sont donnés à d'autres bénéficiaires que ceux qui avaient été identifiés au départ. Dans ce cadre, on se trouve dans le cadre de la petite corruption. C'est local, c'est à Tiasalé. C'est la corruption bureaucratique, c'est la corruption du côté de l'offre et de la demande. Vous avez été identifié dans le cadre d'un programme pour la mise en œuvre d'une politique d'autosuffisance en riz. Au lieu de donner à M. Thier, qui a été identifié, profilé pour cela, on vient donner à M. Niaoré, moyennant quelque chose. C'est de la corruption, c'est de la petite corruption. Et M. Thier, le bénéficiaire effectif de ce service-là, n'en bénéficie pas. Distraire des intrants dans la ville de Tiasalé, c'est de la corruption, c'est de la petite corruption, c'est la corruption bureaucratique. Le fait de détourner les intrants de leur cible peut-il impacter les résultats attendus? Autrement dit, pratique à petite échelle sur la base du copinage et du népotisme, la petite corruption peut-elle menacer l'autosuffisance en riz? Bénéficiaire d'un produit qui n'a pas été identifié comme tel reçoit le produit. Est-ce qu'en retour, il rendra compte? Est-ce qu'il sera suivi? Est-ce qu'on pourra capter la production qu'il va faire? Ce riz-là, est-ce qu'il va être collecté dans le cadre de l'autosuffisance en riz dans la zone déterminée? Je ne le pense pas. Parce que s'il l'a payé au départ pour le service, il va sans dire qu'il va aller vendre son riz à celui qui lui offre le plus. Parce qu'il va falloir aussi rentabiliser ce qu'il a donné à l'agent public pour pouvoir recevoir son produit. Ça va créer beaucoup d'autres problèmes, des surcoûts, la cherté de la vie, et ça va saper les efforts du gouvernement en matière de confiance en ces institutions, puisque si c'est une institution publique qui se permet de ne pas suivre la droite ligne qui lui a été donnée, de ne pas faire bénéficier à ceux qui ont été identifiés les intrants, du coup, ceux qui ont été identifiés, ils vont faire la mauvaise langue, ils vont faire la mauvaise publicité. Du coup, cette institution-là ne pourra plus faire confiance. Et quand les citoyens n'ont pas confiance en une institution, en des démembrements, ça pose des problèmes de collecte des taxes. Même s'il voulait s'engager dans son devoir citoyen, il est un peu freiné. Si c'est un projet pilote pour Tiasalé qui devait couvrir l'ensemble du territoire national, que dès le départ, il est biaisé et que le biais se répand sur l'étendue du territoire, bien évidemment, les objectifs d'atteinte de l'autosuffisance en riz, on ne pourra pas les atteindre. Ces producteurs, eux, sont formels. Alors qu'ils produisent en moyenne 130 tonnes de riz local de variété, dont la plus prisée est le riz sangaré, ils se retrouveraient avec le double, voire le triple, si les intrants leur étaient effectivement mis à disposition, ce qui réduirait leurs charges et conduirait à investir ailleurs. L'expert partage cet avis. Mieux, il appelle les pouvoirs publics à mettre la bonne gouvernance au cœur du processus de répartition des intrants et autres appuis de l'État. Faute de quoi, les résultats attendus
ne seront pas atteints. Les surcoûts seront supportés par les populations au final, pour lesquelles on est en train de lutter pour que la cherté de la vie baisse. Donc, celui qui aura déboursé le plus pour pouvoir acquérir les intrants va répercuter le coût des intrants et des faux frais qu'il aura dépensés sur le coût du kilogramme de riz. Du coup, toutes les politiques de lutte contre la cherté de la vie ne pourront pas être atteintes et la confiance des populations va s'éroder, bien évidemment. Et l'esprit citoyen même, l'esprit civique de paiement des taxes, des impôts et tout ça va prendre un coup. La Côte d'Ivoire, malgré ses atouts en matière de production rizicole, se trouve dans une situation d'importation massive pour faire face aux besoins de plus en plus croissants de la consommation intérieure de riz. En effet, en 2023, le pays a produit 1,3 million de tonnes de riz blanchi pour un besoin national estimé à plus de 2,1 millions de tonnes et importe environ 1,4 million de tonnes de riz. La solution, l'autosuffisance, dont l'atteinte se trouve menacée par la corruption, petite ou grande soit-elle. Un mal à combattre sous toutes ses formes.